Et la Pologne. Bah, moi je trouve que c'est une grande erreur d'Ursula von der Leyen pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Union européenne se bat contre l'Ukraine, en tout cas n'est pas co-belligérante, mais soutient l'Ukraine pour des raisons démocratiques. Mmh. Donc on vient expliquer, une dirigeante de l'Union européenne vient expliquer que le vote, par essence, ne serait pas démocratique et qu'on peut contraindre et contredire un vote italien. Le deuxième point que je vois qui est fâcheux, Même s'il est, voilà, ce qu'on ou pas, voulait, ça très s'appelle un vote, conservateur ou voilà, fasciste ou ce que vous voulez. ou ce qu'on voulait, c'est un vote, et en démocratie, le plus important, c'est le vote et c'est l'expression souveraine du peuple. Mmh. Le deuxième point, c'est qu'en fait, Ursula von der Leyen va vraisemblablement confirmer la victoire de Giorgia Meloni. Quand on regarde les déclarations des dirigeants de l'Union européenne, ce qui s'est passé notamment depuis le Brexit, c'est à l'époque du Brexit, c'était Jean-Claude Juncker qui était président de la Commission européenne. Il avait dit les Britanniques devraient bien voter et rester dans l'Union européenne. Résultat, les courbes se sont croisées la dernière semaine et finalement on a eu le Brexit. La Commission européenne avait dit en 2018 il faut que l'Italie vote bien contre, à l'époque, le mouvement 5 étoiles qui était avant la coalition avec la Lega de Matteo Salvini. Et finalement, les deux ont gagné. Donc à chaque fois, l'Union européenne commet la même erreur. L'Union européenne croit qu'ils sont importants dans un vote, mais il faut qu'ils comprennent, les gens des institutions européennes, qui sont incroyablement impopulaires, et à chaque fois qu'ils donnent des consignes de vote, ça se retourne contre eux. Et le deuxième point que je vois qui est fâcheux, c'est à quel titre Ursula von der Leyen peut-elle donner des consignes et diriger. Elle a été élue par qui? C'est une nomination faite conjointement par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne. Et donc, du coup, le Conseil européen, donc des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Donc, a une légitimité différée qui est moins puissante que celle d'une légitimité du suffrage universel. Donc, si on est en démocratie, elle devrait se taire, et je pense que ça se portera mieux pour les Italiens et pour ses alliés en Italie. Donc, Très, très, très vainqueur. sans le vouloir, elle a marqué des points pour Giorgia Meloni. Pour Giorgia Meloni ou Matteo Salvini, William T. c'est quasiment certain, parce qu'en plus, comme on reprend les relations entre l'Italie et la Commission européenne, ils se sont déjà affrontés à l'époque quand c'était Conte qui était Premier ministre, président du Conseil, et qu'il était appuyé par Luigi Di Maio et par Matteo Salvini. Ils s'étaient déjà écharpés sur la question du budget de l'Italie. Mm. Et l'Italie avait remporté son bras de fer parce que la Commission européenne avait reculé. Et ce qu'on voit notamment depuis le Brexit et depuis une dizaine d'années, c'est qu'en fait, à chaque fois, les institutions européennes ont une image déplorable depuis la crise des dettes souveraines notamment. C'est la mesure où en fait les Allemands ont imposé une politique d'austérité budgétaire à toute l'Union européenne, notamment les pays d'Europe du Sud, et ces pays d'Europe du Sud sont en révolte contre la Commission européenne. Et les peuples, notamment qui votent davantage pour les extrêmes, expriment un vote de rejet à l'égard de la Commission européenne et des élites politiques et des élites européennes. Et je pense que c'est ça le sujet essentiel. Si par cas on ne comprend pas qu'une partie de la population européenne est en révolte contre eux, on ne comprend pas l'essence même du vote et des expressions qui s'est passées à la fois pour Boris Johnson, à la fois pour Donald Trump, pour Orban qui a été réélu au début de l'année, et pour vraisemblablement Giorgia Meloni demain, et ce qui s'est passé en Suède également. Et c'est ça l'essence essentielle. Et je pense que des personnes comme Ursula von der Leyen, et pourtant elle a quand même fait des bonnes choses sur le plan politique et en termes de politique publique, parce qu'elle a réinscrit l'Union européenne dans un objectif stratégique, mais elle vient de perdre tout son crédit, et vraisemblablement, si Meloni est élue, elle ne sera pas renouvelée dans 2 ans, elle perdra son poste. Ouais. William T. Moi, je pense que Vladimir Poutine est dans une situation compliquée dans la mesure où il est prisonnier. Il est prisonnier sur le plan extérieur, il est prisonnier sur le plan intérieur. Avant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine était à environ entre 45 et 55% de cote de popularité, et il est passé au moment du déclenchement de la guerre aux alentours de 85-90%. Donc il était soutenu par son opinion publique, et il y avait un mouvement en Russie qui le soutenait. Là, on voit que depuis 2-3 semaines, il est en difficulté dans la mesure où les Ukrainiens ont réussi ce qu'on appelle leur contre-attaque. Ils ont à peu près réussi à reprendre une partie du territoire, à avoir un équilibre des forces, et la situation se fige. Et maintenant, qu'est-ce que doit faire Vladimir Poutine ? C'est-à-dire qu'en fait, il a le choix. Soit il continue la guerre, mais c'est-à-dire qu'il doit intensifier son effort et demander des sacrifices à la population russe, qui n'était pas forcément le cas au début, parce qu'on parlait d'opération spéciale et pas de mobilisation générale, et il invoque la mobilisation partielle, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on doit comprendre, mais la difficulté, c'est qu'on a moins d'informations qu'avant, c'est quel est le rapport de force au sein de son administration entre, du côté, les militaires, et de l'autre côté, les civils. Est-ce que des personnes souhaitent remplacer, ou en tout cas mener un front anti-Poutine? Ça, on ne sait pas. On peut faire toutes les suppositions possibles, mais comme on n'a plus d'ambassadeur là-bas et qu'on a coupé les liens, eh ben on a moins en moins d'informations sur ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, il ne faut pas exclure cette possibilité. Même avec les ambassades, on n'avait pas beaucoup On n'avait pas beaucoup, mais au moins on en on avait quelques-unes. Et comme on ne connaît pas le rapport de force, c'est difficile de porter une analyse. Et après, un dernier point, c'est la question qui est extérieure. En fait, c'est Vladimir Poutine, lorsqu'il avait fait une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron en février dernier, avait posé la question suivante.
est-ce que les Allemands, est-ce que les Français et les Britanniques veulent faire la guerre à la Russie? Et moi, je me rappelle d'en avoir échangé avec vous, j'avais posé la question inverse. Est-ce que les Russes veulent la guerre avec les Britanniques, les Américains, les Français et les Allemands? Et Vladimir Poutine ne tient dans ce conflit dans la mesure où il faudrait en fait que l'aide occidentale s'arrête. Mais si par cas l'aide occidentale ne s'arrête pas, il faut un moyen de pression pour qu'elle s'arrête. Et quel est le meilleur moyen de pression? C'est l'arme nucléaire. Est-ce qu'il va exclure l'utilisation de l'arme nucléaire? Moi, je me rappelle, dimanche, avant le début du conflit, j'avais dit que Poutine, vraisemblablement, n'attaquerait pas, mais il avait des raisons d'attaquer. Là, je pense que vraisemblablement, il n'utilisera pas de grandes armes nucléaires contre des capitales européennes. Par contre, j'exclus pas l'utilisation d'une bombe tactique, notamment à des fins militaires, pour gagner et pour sécuriser la zone entre Kiev et le Donbass. Uniquement en Ukraine. C'est-à-dire, vous ne voyez pas une bombe arriver à Londres Londres des capitales européennes. Je n'y crois pas à l'heure actuelle parce que ça déclencherait automatiquement un conflit contre l'OTAN et il perdrait ce conflit dans la mesure où il perdrait l'Inde et la Chine. Par contre, est-ce qu'il utilisera une bombe tactique en Ukraine pour faire peur au reste de la population et de l'opinion publique mondiale? Il ne faut pas l'exclure. Notamment, je pense à une zone spécifique, c'est celle entre Kiev et le Donbass pour empêcher les Ukrainiens d'avancer et de protéger le Donbass dans ce cas-là. Voilà. Donc mais, ça, mais la position chinoise est compliquée parce que je crois que Xi Jinping est parti rendre visite à Vladimir Poutine, alors que Xi Jinping n'est pas sorti du territoire chinois depuis le début de la crise sanitaire qui est apparue fin 2019. Donc c'est quand même un signe quand même de soutien. La Chine est dans une position particulière, c'est-à-dire qu'elle doit soutenir son allié russe, notamment face aux États-Unis, dans le conflit entre la Chine et les États-Unis, mais dans le même temps, ils ont besoin de commercer pour rattraper leur retard par rapport aux États-Unis et vendre leurs produits et donc aux pays destinataires, donc c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis. Enfin, il fait la suite du sommet de Samarcande qui a été une humiliation pour Poutine. On est bien, oui, bien sûr, mais Xi Jinping est dans une position qui est compliquée dans la mesure où il a besoin de capitaliser le plus de force en vue du Taïwan et en vue du conflit entre la Chine et les États-Unis pour passer premier pays mondial d'ici 2030. Ensuite, sur la question que vous posez, quelles vont être les suites du conflit, je pense que le sujet essentiel, c'est est-ce que Zelensky et l'Ukraine sont attachés au Donbass? Si par cas ils ne sont pas attachés au Donbass, je pense qu'on peut aboutir à un cessez-le-feu et à un accord de Minsk 3 qui peut être porté garant. Mais est-ce que les États-Unis et notamment von der Leyen et les institutions européennes, pour l'instant, sont plutôt contre ce type d'accord. Mais si on arrive à se débloquer de ce côté-là, on pourra avoir une fin de conflit plus rapidement que prévu, dans la mesure où, alors qu'avant, chacun n'avait rien à perdre, là maintenant, les Ukrainiens et les Russes commencent à avoir beaucoup à perdre. Et plusieurs sujets. William T. Il y a évidemment les propos de Bompard sont condamnables et je pense qu'il y a deux grilles de lecture. Il y a une grille de lecture externe, une grille de lecture interne. Sur le plan externe, je pense... toujours grand 1, grand 2 avec William T. Voilà. C'est normal, on est à Sciences Po tous les jours. Je pense que le sujet sur le point de vue externe, c'est de dire en gros de la part de la France Insoumise, il y a une différence de traitement sur ce que la France Insoumise subit par rapport aux actes qui ont été commis, notamment qui ont été reprochés, les faits réputés aux membres du gouvernement, type Damien Abad, Gérald Darmanin, etc. Et donc il essaye de dire en gros, pourquoi est-ce que vous condamnez Adrien Quatennens, alors que vous n'avez pas fait de même contre Damien Abad et Gérald Darmanin et que la polémique était moins forte. Ensuite, après, il y a un plan interne, et là, il y a deux sujets. C'est Jean-Luc Mélenchon, protéger la ligne du chef, notamment lorsqu'on lit l'article du Monde, qui est en opposition avec les féministes, donc Autain, Obono, Mathilde Panot, etc., sur la question de la ligne politique de la France Insoumise. Et deuxième point, je pense que c'est un sujet essentiel, c'est le fait que Adrien Quatennens apparaît comme le chouchou de Jean-Luc Mélenchon et qu'il apparaît comme le dauphin. Comme le dauphin désigné. Et donc, du coup, en vue de le réinstaller, en vue d'une prochaine élection présidentielle ou de la suivante, il faut pouvoir construire un récit que ce qu'il a fait n'était pas si grave que ça, comparé à d'autres, et qu'il a pris, lui, contrairement à Damien Abad qui s'était pas retiré notamment, que lui, Adrien Quatennens, avait pris la mesure de son acte en se retirant pour un acte qui était classé ou jugé par Manuel Bompard comme moins important qu'un autre. Et je pense que c'est ça le sujet essentiel, c'est en vue d'installer un récit pour pouvoir remettre Quatennens un jour dans les starting blocks. Donc et pour il y avait du narratif, voilà. que tout s'effondre. Je pense que la NUPES, au sens global, et une partie des dirigeants de la NUPES commencent à comprendre qu'ils ont ouvert un champ, ils ont ouvert la boîte de Pandore et que c'est en train de se retourner contre eux. Et c'est pour ça qu'ils essayent de freiner au maximum maintenant. Parce qu'il s'est passé, je pense qu'on peut comparer ce qui se passe actuellement avec le début lorsqu'on parlait de la transparence sur la vie publique, notamment avec la fameuse affaire Cahuzac, où lorsqu'on a mis une autorité en disant nous, on est beaucoup plus transparent et contrairement à la droite, on défend les sujets de violences faites aux femmes, etc. Et puis on remarque que finalement, les élites qui portent ce sujet-là et les décideurs publics, finalement, ne se comportent pas exactement comme ils le préconisent. Et je pense que c'est le sujet essentiel. Et c'est là, c'est en train de se retourner contre eux. Et il y a un risque qu'on finisse quasiment avec Sandrine Rousseau les élimine tous un par un.